téléspectateurs de businessactuality.com, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous nous écoutez et de là où vous me recevez en fonction du décalage horaire. L'heure est grave. Mais nous avons la primeur de recevoir celui pour qui l'heure est grave en Côte d'Ivoire. À la suite d'un conseil des ministres qui s'est tenu hier en République de Côte d'Ivoire, le maire du plateau, l'équivalent de la ville de Paris, c'est-à-dire Mme Anne Hidalgo, qui un matin est surprise que M. Macron tienne un conseil des ministres pour la révoquer. Si ce n'est pas en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, de tels faits et de tels actes se produiraient difficilement. La victime de ce conseil des ministres, il s'appelle M. Noël Akossi Benjo. Il est le maire de la commune la plus illustre de l'Afrique noire, je dirais même de toute l'Afrique. Ce monsieur, troisième personnalité du PDCI et RDA, vient d'être frappé ignoblement par un décret signé des mains d'un président de la République et que qui d'autre peut se permettre une telle dictature. Nous avons fait mains et pieds pour mettre la main sur M. Noël Akossi Benjo qui a accepté de nous recevoir. Monsieur Benjo, bonjour. Bonjour Monsieur Etienne. Monsieur Benjo, dans mon introduction, j'ai dit que vous venez d'être ignoblement frappé par un décret sorti d'un conseil de ministres. Vous venez d'être révoqué. Aujourd'hui, vous n'êtes plus maire. C'est-à-dire que vous êtes un citoyen lambda comme moi. Qu'est-ce que cela vous fait dans votre nouvelle fonction de ne plus être maire? Je suis maire élu. Le maire élu, c'est toujours moi. Parce que je considère que la décision qui a été prise est une décision arbitraire et elle est vraiment l'expression d'un régime totalitaire. Et j'espère tout simplement que dans un état de droit, nous donnerons l'occasion, avec certainement des recours, pour dire la vérité de façon à ce que les Ivoiriens sachent réellement de quoi il s'agit. Mais de quoi il s'agit réellement? Bien, il semble, d'après ce que j'ai écouté, que c'est à l'issue d'une inspection diligentée dans l'ensemble de notre district d'Abidjan qu'il y a eu des anomalies qui ont été observées dans la gestion. Et comme je n'étais pas là, et comme je ne sais pas de quoi il s'agit, je voudrais tout simplement dire qu'une inspection doit se faire en présence de l'inspecté, l'audité. Une fois l'inspection finie, les rapports sont adressés à l'autorité qui fait ses commentaires. Et c'est la suite de ça que le rapport définitif est fait. Je suis surpris que ce fait nous soit reproché sans trop longtemps. Je suppose tout simplement que c'est une erreur. C'est une erreur. Et que la vérité va se rétablir. Et que l'erreur sera tout simplement corrigée. Mais cela dit, bon, on sait quand même que les raisons pour lesquelles cette inspection a été diligentée avec la célérité inhabituelle. Vous savez que nous sommes au PDCI et le PDCI, dans ses positions telles que nous les connaissons, on va en arriver, oui, on va en arriver. Alors, c'est la première fois qu'un maire comme vous êtes appelé au Maroc pour recevoir des prix qui honorent la Côte d'Ivoire, votre pays, et qu'en lieu de vous recevoir sur un tapis rouge pour vous féliciter, on vous blâme au point même de vous révoquer. Il y a quelque chose qui cloche. Bien. Du coup, votre prix sont devenus morts, puisque c'est au président de la République que vous devez en principe royalement lui présenter ces prix-là. Malheureusement, il ne vous a pas permis, autorisé de faire ce beau geste. Est-ce que ces prix ne sont-ils pas morts dans votre armoire? Non, les prix ne sont pas morts parce que ces prix ont été
présenté à toute la communauté internationale. Et je n'ai pas été le seul humain. Il y a eu le maire de Flandre au Maroc, qui a reçu le prix de la commune propre et la commune qui a le meilleur assainissement. Nous étions dans le dos de l'air. Et ce prix est toujours disponible. L'occasion nous sera donnée d'aller remettre à qui de droit ce prix parce que ça tout simplement matérialise la qualité du travail qui est faite dans notre pays et la qualité des hommes qui animent. Je pense que quelquefois ce qui se passe maintenant, nous aurons l'occasion de présenter ce prix à qui de droit pour que Côte d'Ivoire le marque dans ce domaine. Parce que c'est un prix qui honore non seulement la commune du Plateau, mais Abidjan et surtout. Alors, monsieur le maire, est-ce que, oui, dans tous les cas, même si vous ne l'êtes plus, c'est des nominations qui vous accompagnent. Donc, je continue de l'appeler monsieur le maire. Monsieur le maire, vous êtes en principe en mission internationale, mission qui vous a été commandée par la direction, la haute direction du Côte d'Ivoire du CIGR. Est-ce que cette mission, vous pouvez nous en parler un peu, le PDCI vous demande de nous faire quoi exactement en Europe et aux États-Unis? Je suis le secrétaire technique chargé de l'organisation et de la mobilisation. Et vous savez que notre bureau politique, notre dernier bureau politique, a pris des positions qui sont des positions importantes pour l'avenir de notre parti. Et c'est dans cette optique-là que le président a demandé de venir en Europe et aux États-Unis pour faire de la sensibilisation auprès de l'ensemble des militants, de façon à ce que ces militants restent mobilisés par rapport aux enjeux futurs. Le président nous a donné le cap 2020, le retour du PDCI à la tête de l'État. Et par rapport à cela, nous avons besoin de mobiliser nos militants et c'est mon rôle. Et je le fais en appui au secrétaire exécutif chargé des délégations générales, Kwame Krah, qui lui aussi devra plus tard poursuivre cette mission que le président nous a faite. Donc là, vous n'êtes pas en fuite, hein? Je ne suis pas en fuite. Je suis venu du Maroc, j'ai pris mon avion, je suis en France. Dès que ma mission se termine, je vais en Côte d'Ivoire. Dans la 3e semaine du mois d'août, je serai en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en fuite. Pour que les Ivoiriens soient rassurés, je ne suis pas en fuite parce que je ne suis pas un prisonnier. Je ne peux pas être en fuite. D'accord. Alors, monsieur le maire, vous êtes le secrétaire chargé de la mobilisation et de l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé au bureau politique? Le bureau politique qui vous coûte aujourd'hui votre place, et je ne sais pas combien de têtes vont tomber encore dans cette mascarade lancée par le pouvoir ivoirien. Quel résumé vous pouvez nous faire? Parce qu'on dit que oui, vous avez commandité déjà Huye, Kablan Deltan, Aoussou Janou, et c'est vous qui portez tout ce chapeau. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce bureau politique? Bien, d'abord, il faut savoir que le président Nicolas Bédi a donné des instructions fermes pour que ce bureau politique se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et avec le secrétaire exécutif en chef, nous avons pris toutes les dispositions pour que d'abord je participe à ce bureau politique que ceux qui sont à jour de la cultivation. C'est la première des choses. Et c'est la raison pour laquelle, en plus des cartes dont nous avons fait des badges qui ont été donnés à tous ceux qui étaient à jour de la cultivation. Pour éviter des débordements, le service de sécurité, l'extension de la sécurité, a fait 2 ceintures de sécurité autour de la salle du bureau politique. Un rayon qui a permis de mettre des jeunes tout autour pour éviter qu'il y ait des badauds qui s'infiltrent. Et à l'extérieur, il y a eu aussi un rideau d'agents de sécurité, policiers,
essentiellement qui ont permis de cerner l'ensemble de l'environnement du bureau politique pour éviter les barreaux de vente. Lorsque le président Bédié est rentré pour ouvrir le bureau politique, une communication a été la précédée, de façon à informer l'ensemble de ceux qui étaient dans la salle, c'est-à-dire surtout les journalistes qui devaient accueillir le président, et tous ceux qui étaient là dans le cortège de certaines personnalités ont été avertis que dès que le président va rentrer à l'ouverture, qu'ils seront tous obligés de sortir pour permettre au monde du bureau politique de s'exprimer. C'est ce qui a été fait. Nous avons veillé à ce que le bureau politique soit ouvert essentiellement à ceux qui y avaient droit. Mais pourquoi autant de précautions, comme s'il y avait un risque qui planait sur les partis? Vous savez, c'était un bureau politique qui avait été annoncé comme un bureau politique de tous les dangers. Et c'était aussi par rapport au sujet, essentiellement la décision concernant le parti unifié, il fallait faire en sorte que nous soyons dans un environnement où chacun se sent en sécurité, parce qu'il y a eu quand même des échos sur les désirs de certaines personnes perturbées sur cette réunion. Donc nous avons fait en sorte que l'environnement de ce bureau politique soit le plus sécurisé possible. Et ensuite, le président a dirigé ce bureau politique comme il a l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'on a permis à l'ensemble des militants de s'exprimer. Comme dans toute manifestation de ce genre public, lorsque vous avez des positions qui ne conviennent pas, il y a des réactions, des remous. Que ce soit à l'Assemblée nationale française, que ce soit parfois à la Douma, on a des séances de travail où il y a des réactions. Mais cela ne donne pas raison à penser que c'est des choses qui sont orchestrées. Rien n'a été orchestré. Et je suis persuadé que pour ceux qui étaient à l'intérieur de cette salle, tout le monde a compris la tendance. La tendance est exprimée à travers les résolutions de ce bureau politique qui était clair sur ce qu'il fallait faire par rapport au bureau politique. Bien, effectivement, ceux qui n'ont pas pu s'imposer pour donner des interprétations à ce qui s'est passé, mais je voudrais tous pouvoir rassurer les militants et les militants, à toute l'opinion nationale et internationale, que ce bureau politique a été organisé dans les meilleures conditions possibles et que les résolutions reflètent ce que les militants ont voulu à l'occasion de cette convention. Alors, c'est un bureau politique qui a permis aujourd'hui l'éclatement du PDCI, puisqu'il y a des anti-RHDP et il y a des pro-RHDP dont vous faites. Donc vous êtes anti-RHDP. Donc cette tendance a permis au ministre Adjumani de créer un courant qu'on a perçu les traces du président Félix Houphouët-Boigny, qui m'a-t-on dit, avant que je ne vienne vous rencontrer, risque d'être déclaré comme parti politique. Alors, comment ça s'est passé pour que vous arriviez, un grand parti comme le PDC, vous n'avez pas pu canaliser tout cela pour que le parti s'éclate aujourd'hui en deux morceaux, les anti-RHDP et les pro-RHDP? Je pense que c'est un abus de langage quand les gens disent qu'il y a des anti et les pro-RHDP. Nous ne sommes pas d'accord sur le chronogramme de mise en œuvre du parti unifié. Le RHDP, c'est une plateforme qui n'a rien à voir avec le parti unifié, qui est la phase achevée de ce processus de passage au parti unifié. Étant entendu que nous vivons le RHDP, nous vivons cette alliance, nous avons ce qu'on appelle un mouvement politique. Oui, mais cette plateforme n'existe plus, monsieur le maire. Aujourd'hui, c'est devenu un parti unifié RHDP. Je continue pour dire que nous avons, avant cette réunion de construction du RHDP, nous étions en plateforme. Et cette plateforme devait, dans le temps, être mieux en partie politique. Ce qui nous
différencie, c'est le chronogramme. Et ce chronogramme, pour ceux qui sont pour le parti unifié, comme on l'entend immédiatement, c'est sûr que vous avez vu continuer à se battre à travers un courant. Les autres sont des militants du PDC qui considèrent que la création du parti unifié est prématurée et qu'il fallait le faire après les élections présidentielles de 2020. Je vais expliquer pourquoi. Avant ou après, le PDC va disparaître, même après 2020 ou après 2040. Dans ce concept, le PDC va disparaître. Je vais déjà expliquer pourquoi c'était prématuré. La création du parti unifié ne peut pas se faire lorsque nous n'avons pas, tant que nous n'avons pas levé 4 lois là. Le premier, c'est la liquidation du contentieux sur l'appel de Daouklo. Dans l'appel de Daouklo, le président a bien impliqué au moment où nous devons aller prendre à nos militants qu'il fallait mettre en avant l'alternance et la paix. C'est les éléments qui ont justifié nos missions. Votre allié dit que vous êtes devenus tous des amnésiques parce que ce que vous dites, lui, n'a pas retenu. On continue. Nous sommes allés prendre à nos militants l'alternance et la paix. Ce qu'on dit, c'est que cet aspect n'est pas encore levé parce que notre allié, effectivement, ne reconnaît pas avoir pris des engagements par rapport à l'alternance. Et ça nous pose des problèmes vis-à-vis de nos militants puisque nous avons avancé cet argument. Ensuite, la paix dont on parle. C'est vrai que le RHDP a contribué à avoir une paix relative dans le pays, mais sachant que cette paix relative que nous avons a été aussi dû au fait que le PDCI a renoncé à la conquête du pouvoir en tant que parti. Vous imaginez ce qui se serait passé. C'était la grande erreur que vous avez commise, monsieur le maire. Oui. Comme un parti politique comme le PDCI, à la veille d'une élection aussi capitale, vous dites non, nous on ne veut pas aller et on préfère que soutenir l'allié. Voilà, aujourd'hui, il ne vous rend pas l'ascenseur comme vous l'aurez souhaité. Oui. Il vous traite d'amnésique, même le président veut dire calomnier de toute part. J'essaie de dire que j'essaie de donner les arguments qui ne sont pas immédiats du parti. J'ai dit qu'on est au niveau de la paix. On a l'impression, et tout le monde le dit, c'est le RHDP qui fait qu'il y a une paix. D'accord, mais si le PDC avait réclamé les 600 000 voix spoliés au président Bédié en 2010, puisqu'on aurait eu la paix malgré le RHDP, qu'est-ce qui se serait passé en 2015 sur le président si le PDC avait présenté un candidat? Qu'est-ce qui se serait passé? La preuve, c'est que dès que le PDC veut exercer le pouvoir, on nous oppose le spectre de la guerre. Donc je pense que c'est la renonciation au pouvoir du PDC qui a été une des raisons pour lesquelles nous avons une paix relative. Mais cela dit, nous avons une paix relative entre nous. Mais la paix avec les autres, nous avons un pays dans lequel la moitié des populations nous regardent comme chiens de faïence. Et il faut quand même savoir que le pays n'a jamais été aussi divisé. Au RDR, entre les Soroïs et les Ouattaraïs, nous avons le RPI entre les Sangaris et les Aflis. Nous avons au PDC l'anti-RHDP, l'RHDP, le MFA est divisé, l'UPC est divisé. Comment voulez-vous parler de paix dans des conditions comme ça? Donc les conditions de l'alternance et la paix que nous avons promues aux populations pour aller soutenir le président ne sont plus remplies. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on va s'appuyer sur le RHDP comme groupement politique. Mais le RHDP c'est d'abord les coordinations locales qu'on a mises en place. C'est moi, avec M. Bitogo, sous l'autorité de Soumaro et Mini Dikawé, qui avons installé les coordinations. Mais ces coordinations n'ont jamais marché, fonctionné, aucun rapport. La base ne veut pas. La base ne veut pas de En fait, c'est parce qu'on n'a pas su faire fonctionner
de coordination, ils n'ont jamais fonctionné, ils n'ont jamais eu de réunion. Donc ce que je dis, c'est que comment voulez-vous créer un parti en s'appuyant sur quelque chose qui ne fonctionne pas? Donc on ne peut pas bâtir sur du sable. Pour construire un édifice, il faut un roc, il faut une fondation. Donc on pense que c'est prématuré. Le troisième préalable, c'est un peu les risques de scission. Mais c'est arrivé là. C'est impossible. Ce que vous évoquez, ce dont vous redoutez, c'est arrivé là. Et si quelqu'un peut nous dire, qui peut nous dire que la création du parti unifié ne créera pas la scission là, c'est qu'on a une grande partie de nos militants qui ne sont pas prêts. Et le risque pour le PDCI de s'engager, c'est d'avoir la scission. Je vous dis qu'il y en a qui ont déjà des statuts prêts pour créer le PDCI original. Donc, les risques pour le PDCI sont trop forts pour aller au parti unifié. Et en quatrième préalable, c'est ce que j'ai dit, les dividendes même de notre alliance. Faisons le bilan. Qu'est-ce que le PDCI a gagné? Qu'est-ce que le pays a gagné? Bon, lorsqu'on aura levé tous ces préalables dans ce moment-là, je pense qu'on sera des conditions pour aller rapidement au parti unifié. Mais aujourd'hui, c'est prématuré et les militants l'ont exprimé à l'occasion du bureau politique. Et ce qui a été exprimé au bureau politique est ce qui est ressenti à la base. Et nous sommes heureux que le bureau politique ait pris cette attitude, cette position qui nous permet de bien montrer aux Ivoiriens que nous aimons d'abord la Côte d'Ivoire, et parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, parce que nous avons des intérêts. Avec M. Bengo, nous allons aborder le problème de la CEI. Alors, vous êtes allé déposer votre demande, votre dossier de candidature. Et pendant l'enrôlement, c'est la vote commune, c'est vous qui avez permis aux Ivoiriens de se rendre compte que l'opération de l'enrôlement a été bâclée parce que la petite commune du plateau a enregistré tellement de fraudes que vous les avez décriées. Vous n'avez pas encore obtenu gain de cause et voilà que, monsieur le maire, la CEI en état, est-ce qu'elle peut vous permettre d'aller à une élection et gagner même une seule commune? La preuve. Vous êtes taxé, vous venez d'être complètement démis de vos fonctions. Dans ces conditions, dans quelle élection vous allez partir demain? Bien, le problème de la commission électorale indépendante est un problème fondamental. Moi, je parle de la réconciliation et je pense que l'une des clés pour réconcilier les Ivoiriens, c'est de créer les meilleures conditions pour que les joutes électorales se déroulent avec le maximum de transparence et que lorsque les personnes sont élues, et que celui qui a perdu reconnaisse et que sa défaite et qu'il soit un opposant et que le système permet à cet opposant de jouer son rôle. Mais pour que ça se passe, il faut absolument que nous ayons une commission électorale réellement indépendante. Et nous, ce que nous avons vécu au plateau, avec d'abord des commissions locales, des conditions dans lesquelles ces commissions étaient mises en place pour les mettre complètement sous le joug du RDR, pour montrer qu'il n'y a rien d'indépendant, en tout cas en ce qui concerne la commission locale. Mais en ce qui concerne la commission nationale, nous appartenons à une organisation régionale et la commission africaine des droits de l'homme a émis un arrêt indiquant que la CEI doit être réformée. Et je pense que nos députés ont aussi introduit un projet de loi qui estime que pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier, de permettre à tout le monde d'aller aux élections pour que nos élus représentent réellement les populations de France, nous créer les conditions en ayant une CEI réformée qui permettent, qui favorise la compétition loyale et transparente. Que nos élus soient reconnus et que ne soient pas obligés, par exemple, après les élections présidentielles, de faire le gouvernement d'union. Toutes ces choses-là sont dues au fait qu'il y a une défaillance dans notre système de préparation et d'organisation d'élections pour nous obliger après de faire du reportage. Pour moi, c'est important, quelles que soient les élections que nous nous arrêtions,
remettre à niveau la commission indépendante. C'est une des raisons pour réconcilier les Ivoiriens en allant à des élections fortes. Pour parler de réconciliation, quels sont les remèdes que vous, en tant que citoyen et en tant que troisième personnalité de l'État, enfin, personnalité du PDCI, quels sont les ingrédients qu'il vous faut absolument pour que les Ivoiriens se réconcilient? Bien, moi je pense que la réconciliation doit être d'abord une volonté exprimée par le pouvoir et l'ensemble des partis politiques, toute la population, une politique réfléchie. Et puis, pour qu'il y ait des comportements qui soient en adéquation avec notre volonté de nous réconcilier. Il y a un adage qui dit que si tu veux te réconcilier avec ton ennemi ou ton adversaire, il faut le regarder autrement. On a regarder nos adversaires autrement que le pas maintenant. On doit voir tous nos adversaires et tous ceux qui sont prisonniers ailleurs, d'abord comme nos frères. Que vous demandez aujourd'hui la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés. Ce que je dis, il faut qu'on regarde, que nous apprenons à regarder tous nos frères et nos soeurs comme des vrais frères qui à un moment donné ont eu des positions différentes de la nôtre et qui se sont retrouvés dans une situation et nous met dans les conditions pour favoriser la synergie ou la symbiose de nos énergies pour y arriver. Et je dis que le processus de réconciliation le processus doit être vraiment revu de façon à engager l'ensemble des Ivoiriens. Mais c'est seulement la libération des prisonniers, le retour des exils, et l'exil de nos frères et nos sœurs doit être l'aboutissement du processus de réconciliation. Mais pourquoi, après 8 ans quasiment de calvaire, pourquoi c'est maintenant que vous prenez cette réconciliation avec beaucoup d'énergie, libérer les prisonniers? C'est comme si il y avait un guet sur roche, monsieur. Bon, ça fait plusieurs années que j'ai mis en projet la place de la réconciliation d'Elson Mandela. C'est un espace qui est en construction depuis 2 ou 3 ans. Et mon objectif était de donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, qui a vécu 27 années dans une prison, est sorti, a tendu la main à ses journées. Et c'est grâce à ce geste de dépassement qu'aujourd'hui les Noirs gèrent ce pays et qu'il n'y a plus de guerre. Et je voulais tout simplement, à ce geste, apporter ma modeste contribution au processus de réconciliation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je parle, ça fait des années, et parce que je suis persuadé qu'on ne pourra pas construire durablement ce pays si on n'y passe pas. Et je demande à tous les Ivoiriens épris de paix de se battre parce qu'on impose cette démarche à l'ensemble des pouvoirs politiques pour que les Ivoiriens se retrouvent et qu'ils apprennent à vivre ensemble en solidarité. Est-ce que votre parti vous soutient? La direction vous soutient? Oui. Mon parti est un parti qui connaît la paix. Le père de la nation, Léon Foucault, qui a créé ce PDCI, a fait de la paix une religion. Nous sommes des enfants, PDCI idéal de cette philosophie de paix. Et nous sommes au PDCI de cette religion. Et c'est la raison pour laquelle je dis que dans la situation où on se trouve, seul le PDCI peut réconcilier. Parce que le PDCI a une expérience, a tout un historique. Et le PDCI doit revenir au pouvoir, aider cette réconciliation pour tous les Ivoiriens après la vie. Quand on voit l'attitude tango que vous jouez, on a l'impression que le PDCI a pas bien et singulièrement de M. Ouattara. Il vous effraie là. Non, il a tapé Bion, vous n'avez rien dit. La garde rapprochée de Dikawé a pris un coup. Le président de Dienne n'a pas pris de décision. Aujourd'hui, vous êtes frappé. Et bon, on a l'impression qu'il y a un silence coupable qui traîne comme si le PDCI, la direction du PDCI, était dans une compromission qui ne dit pas son nom. Au point où on a l'impression que vous êtes livré à vous-même, malgré les cris, vous êtes livré à vous-même. Bon, je pense que le PDCI n'a jamais eu de tradition d'un parti politique. La preuve, lorsqu'en 1999, il a été agressé par
dame, le PDCI n'est pas allé dans les médias. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2010, le PDCI n'est pas sorti pour aller réclamer les 600 000 francs de spoliés. Nous avons une tradition de dialogue, de paix. Et c'est pour les raisons pour lesquelles nous restons toujours très sereins, quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons. Mais il ne faut pas que les gens, ou nos adversaires, ou ceux qui nous accompagnent, qui sont avec nous, se méprennent. Que le PDCI aujourd'hui est déterminé. Nous irons jusqu'au bout pour faire en sorte que les comportements changent. Nos alliés, tous ceux qui sont avec nous comprennent que nous n'avons pas l'intention de sacrifier notre pays en quoi que ce soit. Le PDCI a fait beaucoup de sacrifices, mais le jour à venir, il fera peu de sacrifices. Le PDCI va s'imposer. Et le président de la République a donné le signal en ayant une position ferme par rapport à ce qui s'est passé. Je l'ai vu, je l'ai informé, je sais qu'il y a eu une réunion avec son état-major, je suis persuadé. PDCI aura une position par rapport à tout ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas continuer à maltraiter, à harceler les alliés, quelles que soient nos ambitions. Je souhaiterais tout simplement que la raison habite tous nos partenaires, qui ensemble nous assurons, nous entendons ensemble. C'est notre intérêt à nous, c'est l'intérêt à tous les Nouveaux-Nés de laisser aux générations futures un pays de paix, comme le père de la nation, le président Alors, les critères pour être candidat à la présidence de la République, au PDCI, il faut être un militant actif. À jour de ses cotisations, vous remplissez tous ces critères, M. Bengo. C'est parce que vous voulez être candidat demain que le pouvoir vous suit, vous tape, vous salisse. Vous êtes le candidat potentiel de votre parti. Ils ont eu écho que c'est vous qui allez être désigné. Vous êtes candidat? Écoutez, je voudrais dire comme au PDCI, il y a pléthore de candidats avec des capacités pour gérer ce pays. Parce que vous en faites partie. Je suis un militant du PDCI, je fais partie, mais moi, je souhaiterais tout simplement travailler pour une équipe. Travailler en équipe. Et si demain c'est sur vous que le choix se porte? Écoutez, vous allez l'assumer? Ce que je souhaite, c'est que d'abord le PDCI s'organise en équipe. Si l'organisation a fait que le choix se portait sur vous, je l'assumerai. Ok. Bon. Alors, nous venons de rencontrer pour la première fois en exclusivité M. Noël Akossi Benjo. Il est le maire de la commune du Plateau en République de Côte d'Ivoire. Pendant son séjour, le pouvoir ivoirien vient de prendre un décret ministériel pour l'écarter de ses fonctions. Nous pensons que ça ne fait que commencer. Et comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que le PDCI, les gens pensent que c'est un bouton qu'il faut mettre le doigt dans la bouche. Il va vous mordre absolument. Ce combat, il est ouvert. Quand est-ce qu'il sera fermé? La vie des Ivoiriens est en jeu, que M. Ouattara comprenne qu'on ne peut pas être au pouvoir et se comporter comme un opposant guerrier. Merci M. Akossi Benjo. Et puis que Dieu fasse que vous sortez indemne et victorieux de toutes ces tracasseries. Donc on vous force à vous habiller, vous êtes un mignon monsieur, il ne faudrait pas qu'on vous habille d'autres choses pour que demain, si c'est sur vous que le choix se porte, que les gens ne voient pas en vous un homme propre, mais plutôt un zèbre. Merci bien monsieur. Merci. Merci à vous et à très bientôt.